Et donc nous voilà maintenant 2 semaines après la mort de Charlie Kirk. On attendait de voir les réactions des républicains et de leurs sympathisants. Et c'est à noter qu'il n'y a eu strictement aucune émeute, pas de représailles, pas de violence urbaine, aucun pillage à signaler dans tout le pays, dans des magasins, absolument rien. Et si on faisait le jeu de voir les réactions de l'autre côté, dans des cas comparables, du côté démocrate, je pense pas que ce soit la même. Welcome to Weird States, the podcast about America's strange culture, politics, and news. Without further ado, let's begin. Donc il y avait certains experts qui s'inquiétaient de voir les réactions qu'il y allait avoir, car c'était vraiment un cas atypique, le fait de voir une figure publique extrêmement suivie être assassinée en direct dans un campus devant 3000 personnes. Certains pensaient vraiment qu'il allait avoir des représailles. Et résultat, des veillées pacifiques, des discours unificateurs et des appels à la concorde. Voilà ce qui a marqué les jours suivants. Alors qu'au bout de seulement 2 jours, on connaissait donc déjà l'identité du tireur, Tyler Robinson. On connaissait aussi son appartenance et son idéologie proche des antifas et pro-LGBT, ainsi que les motifs. Ce qui contraste énormément avec le camp opposé, qui, souvent, la réaction, rapidement, avant même qu'il y ait le moindre jugement et sans connaître même les détails des événements, appelle à la manifestation, ce qui engendre souvent des débordements, ce qu'on voit très rarement du côté des républicains. Et si on essaye de faire un récapitulatif des événements comme ça, où il y avait une colère légitime ou pas, et qui a dérapé sur des chaos urbains, souvent amplifiés avec des acteurs de gauche, on peut y voir plus clairement sûrement. Alors déjà on peut remonter à Rodney King en 1992 avec les émeutes de Los Angeles, qui au résultat ont fait 63 morts, plus de 2000 blessés et $1 milliard de dégâts, appuyés par des militants de gauche. Il y a également eu en 2012 Trayvon Martin, manifestation qui escalade en vandalisme et affrontement, début du mouvement BLM, Black Lives Matter. Ça avait vraiment commencé à cette époque-là, en 2012. Michael Brown, 2014, toute la ville de Ferguson en feu. Pillage, incendie, plus de 10 000 personnes concernées et qui participent dans les violences. Et bilan, 12 morts, 150 blessés. George Floyd, 2020, le pic des émeutes BLM, 25 morts. Plus de 2 milliards de dégâts de matériel. Enfin, ça dépend comment ils comptabilisent, avec les assurances, avec les forces de l'ordre qui ont dû rester des semaines dans toutes ces villes-là, dans plus de 100 villes des États-Unis qui étaient en état de siège, entre 2 et 3 milliards de dégâts. Et autre exemple rapide, un peu du même genre, avec des réactions du côté gauche, la bataille de Seattle, blocage, violence, casse, les antifas qui assez souvent vont aller dans des événements politiques et attaquer violemment des meetings conservateurs. L'inauguration de Donald Trump, blocage, casse, pillage, 200 arrestations. Charlottesville également, contre-manifestation de gauche qui a tourné à l'affrontement. Et tous ces cas, quand on regarde, ça démontre un modèle, une ligne de route utilisée tout le temps par l'extrême gauche qui en premier vont s'indigner rapidement, sans connaissance des détails exacts sur l'événement, ni d'attente de jugement public, suivi rapidement par une réponse violente et des manifestations qui engendrent tout le temps des blessés, des arrestations, du pillage, de la casse. Pour essayer de faire un parallèle un peu plus proche avec Charlie Kirk, si on prend par exemple Charlie Kirk qui était donc une jeune figure
emblématique, politisé, très suivi par une partie d'un électorat et qui était dans un dialogue pacifique avec ses opposants politiques. On peut penser à Martin Luther King Jr. Donc, qui avait été assassiné en 1968, qui était donc une icône progressiste. Et pourtant, les émeutes qui ont suivi à travers plus de 125 villes ont fait plus de 46 morts, plus de 20 000 arrestations et plus d'1 milliard de dégâts également, de dollars. Contrairement évidemment à l'après-Kirk, où la paix a prévalu du côté républicain. Et si on essaie de trouver des contre-exemples pour montrer de quelle façon les républicains ont réagi dans des faits semblables, on peut retourner sur ce qu'il y avait eu il y avait eu un attentat, une tentative de meurtre sur un républicain, Steve Scalise, en 2017, qui s'est fait tirer dessus pendant un entraînement de baseball. Et l'auteur du tir avait clairement visé les républicains. Il s'était renseigné à l'avance si c'était bien des républicains et non des démocrates qui étaient en train de s'entraîner sur ce terrain de baseball. Et en retour, il n'y a strictement rien eu. Aucune émeute. Appel au calme de la part de Donald Trump et des républicains et appel à l'union. Il y a eu également donc les 2 tentatives d'assassinat de Trump, sur Trump, en 2024, juste espacé de 2 mois. Je crois qu'il y en avait un en juillet et un autre en septembre. Aucune représailles de la part des républicains. Et donc c'est là qu'on peut voir la différence, là où l'extrême gauche, à chaque fois, va réagir rapidement et va engendrer de la violence. Du côté républicain, à chaque fois, c'est juste une attente d'un procès et un deuil privé, sans utilisation, comme on peut le voir du côté gauche. Et encore pire, ce qu'on peut remarquer du côté, on va dire que ce n'est pas les démocrates, mais c'est une partie extrême de cet électorat. Non seulement ils vont utiliser la violence facilement lorsqu'ils vont être victimes, ou ils vont se sentir victimes, mais en plus, même quand ils sont l'auteur des attaques, comme là on peut voir avec Charlie Kirk, ils vont même s'attaquer, par exemple, il y a eu des veillées funèbres qui ont été attaquées, il y a eu des mémorials pour Charlie Kirk où on déposait des fleurs qui ont été saccagées, ce qu'on ne voit strictement jamais dans le camp adverse. Et quand on regarde ça, ce contraste entre les 2 réactions, ça laisse 2 scénarios possibles. Il va y avoir un des 2 partis qui va adopter la façon de réagir de l'autre. Donc dans le meilleur des cas, il y aurait les démocrates qui adopteraient donc la retenue et le sens institutionnel que l'on trouve souvent chez les républicains. Et alors on pourrait voir s'ouvrir peut-être une période d'apaisement, moins de chaos, plus de dialogue, exactement comme certains essayaient de faire, et peut-être même une réconciliation progressive entre ces 2 Amériques. Mais il y a aussi un autre scénario. Ce n'est pas les démocrates qui adoptent la façon de faire des autres, mais les républicains qui adoptent les réactions des démocrates. Et là donc, il y aurait donc les républicains qui légitimeraient des émeutes, de la violence, des représailles. La fracture entre les deux façons de penser s'aggraverait. Et une escalade pourrait même mener, à terme, certains en parlent, à la guerre civile. Et donc au final, tout dépendra de ce choix, soit la retenue qui ouvre la porte à l'unité, ou la colère qui entraînera forcément le chaos. Et justement, dans ma prochaine vidéo, je voulais revenir sur la cérémonie mémorielle en l'honneur de Charlie Kirk, où on a pu voir 2 approches radicalement différentes entre le message de pardon et de dialogue porté par la femme de Charlie Kirk
et le ton totalement différent et plus agressif, plus combatif de certains conservateurs, dont Donald Trump. Donc, analysant ça, on peut voir deux visions de l'avenir de la droite, et pour voir que même cette partie de l'électorat pourrait à la fin se diviser. À voir.